Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Detchen Kunzang Trinley, Pascal Trifingui. Et j'ai un peu la grippe aujourd'hui. En fait, j'ai très fort la grippe. J'ai presque 42 fièvres, mais je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a un certain nombre de vidéos qui sont sorties des autres lamas sur la chaîne. Sur la chaîne Tocantins, j'ai fait mettre en ligne une vidéo qui fait le point sur ce qui se passe avec le Dalai Lama, sur lequel j'aimerais revenir un petit peu rapidement, puisqu'actuellement, il y a une campagne médiatique mondiale, et c'est très très fort ici au Brésil, encore plus fort qu'en Europe, contre le Dalai Lama. Et une fois de plus, on retrouve ici l'enseignement de Platon. Platon nous dit les dangers de la théocratie, hein, et parce que la théocratie, lorsque le pouvoir est pris par les religieux qui imposent une dictature religieuse, et c'est le cas du Dalai Lama, il a imposé une véritable tyrannie religieuse, une dictature religieuse sur les Tibétains en exil et sur des Occidentaux qui se sont laissés happer, eh bien il s'est retrouvé finalement dans les mains de l'oligarchie financière anglo-saxonne dont il est la marionnette. Et effectivement, en étant la marionnette de l'oligarchie financière anglo-saxonne, eh bien, il va se retrouver confronté au mouvement démocratique, puisqu'on est dans le cycle de déchéance. Et dans le mouvement démocratique, les critiques, elles sont tout à fait justes contre le Dalai Lama. C'est quelqu'un qui a acquis une fortune de plusieurs centaines de millions d'euros, à travers des livres qu'il n'a pas écrits, avec un certain nombre d'individus comme Sogyal Rinpoche, qui ont été l'auteur d'abus sexuels sur des mineurs et sur des femmes. On doit dire encore qu'il y a la question des liens entre le 13e et le 14e Dalai Lama et les nazis. Il faut savoir que le Dalai Lama a soutenu Pinochet, a soutenu un certain nombre d'anciens dignitaires de l'Allemagne nazie. C'est inacceptable. Il y a la formulation avec le Dalai Lama d'un espèce de nationalisme tibétain. Alors moi, j'ai jamais caché que j'avais pris mes distances avec la clique du Dalai Lama dès les années 2000, grâce d'ailleurs au Lama Tenzong, qui m'avait expliqué la situation et qui m'avait dit il faut surtout pas se fâcher avec les Chinois. Le Dharma est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vivace au Tibet qu'il est à l'extérieur. Et donc, j'ai eu des liens, notamment avec l'université de Larong au Tibet, qui est une des universités très anciennes du bouddhisme tibétain. Il faut savoir qu'il y a environ 120 000 moines bouddhistes du lamaïsme tibétain au Tibet et entre 1300 et 1700 bouddhas vivants. Tout ça se fait dans une bonne entente avec le Parti communiste chinois, puisque le mouvement démocratique chinois a permis de faire sortir des millions de Tibétains du servage, de l'exploitation, a permis de distribuer les terres, de moderniser les villes, de donner un accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, etc. Alors il y a un danger qui est celui présenté par Jean-Jacques Hano dans son film 7 ans au Tibet, c'est de faire croire que à l'époque avant la révolution culturelle, avant 1950, eh bien le Tibet était un paradis écologiste et que c'était le dharma qui était vécu. C'est faux, c'est entièrement faux. C'était une société post-féodale complètement dégénérée de type théocratique qui exploitait des centaines de milliers de moines dans les monastères qui ne recevaient aucune rémunération. Qui passaient bien souvent leur vie. C'était des abus sexuels dans les monastères. Il faut savoir qu'il y a une pédophilie pandémique à l'intérieur des monastères. Encore maintenant, le Parti communiste interdit la visite des monastères par des mineurs d'âge. C'est vous dire la réputation qui colle qui colle à la peau. C'est aussi l'énorme scandale du Potala. Le Potala, il y a plus d'1 millier de salles, il y a des lamas qui sont, des dignitaires qui sont enterrés à l'intérieur. Des fois, il y a 300 kilos d'or sur certaines des décorations qui sont faites autour. À l'intérieur du Potala, il y a une véritable fortune. Il y a plus d'or, je pense, au Potala qu'à la Banque de France. C'est absolument scandaleux quand on sait, et de pierres précieuses, c'est absolument scandaleux quand on sait eh bien les conditions de vie du peuple tibétain au début du XXe siècle.
la modernisation chinoise à la chinoise a permis de sortir des millions de Tibétains de l'extrême pauvreté, d'avoir accès aux terres, etc. Le mouvement démocratique, le mouvement républicain a permis aussi de briser des gros abus de la noblesse tibétaine qui était devenue complètement tyrannique et oligarchique. Donc on est toujours dans le schéma de descente de Platon. Il faut faire très attention. Normalement, c'est une synarchie, ça fonctionne bien. Quand c'est une théocratie, ça va de plus en plus mal. À la fin, cette théocratie est complètement pourrie. C'est le cas avec l'actuel Dalai Lama. Elle se comporte comme une oligarchie. Au début, quand l'oligarchie arrive, on pense que ça sera mieux. Puis ça se dégrade très vite. C'est des régimes qui vont s'accélérant. Au début de la démocratie, on pense que c'est mieux. Puis la démocratie, elle va à sa déchéance ultime, ce qui est le cas d'ailleurs actuellement en Europe. Et ensuite vient une tyrannie, comme en Corée du Nord. Au début, on trouve que c'est mieux par rapport à ce qu'il y avait avant, mais à la fin, eh bien, on est dans le chaos social le plus permanent. Comment sortir de ce cycle infernal? Eh bien, c'est retourner dans une véritable synarchie telle qu'elle est décrite par Platon et les textes traditionnels. Mais il est vrai que ça, c'est lié au déterminisme historique. À notre niveau individuel, ce qu'on doit faire, c'est ne pas participer à des pouvoirs illégitimes et puis de prendre ce qui est bon dans chacun des pouvoirs. Malgré la théocratie tibétaine, j'ai pu apprendre le lamaïsme. Je suis très reconnaissant à des lamas. J'ai eu des lamas que j'ai adorés, comme Kalu Rinpoche, et pourtant il avait une esclave sexuelle. Donc il faut toujours faire la distinction entre l'enseignement du lama et ce qu'il est dans sa vie privée. Si les deux collent, c'est parfait. Mais souvent, il y a des dichotomies, puis il y a aussi des habitudes culturelles qui sont liées au lamaïsme tibétain. Donc une fois de plus, il faut prendre le lamaïsme, mais il faut laisser aux Tibétains ce qui est tibétain, en particulier les mauvaises attitudes culturelles. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne Pascal Trifinguito Cantins, qui fait le point. Elle n'est pas de moi, elle a été donnée par un étudiant. Elle fait le point sur les scandales qui sont liés au Dalai Lama. Alors bien entendu, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a une merveilleuse tradition qui est la tradition du lamaïsme. Elle existe au Tibet, elle existe en Mongolie, elle existe aussi en Kalmukie, dans l'est de l'Europe. C'est un État intégralement bouddhiste en Europe, qui ont été persécutés par les communistes russes. Et puis, on a la prophétie de Padmasambhava. Et Padmasambhava nous dit que dans la période de déchéance finale, et il explique comment est cette période de déchéance qui correspond bien à la société nord-américaine, eh bien, les maîtres du Dharma s'envoleront dans des oiseaux de fer et ils auront se poser de l'autre côté de l'océan, à l'ouest, dans le pays des hommes à la peau rouge. Voilà, c'est ce que nous avons fait. On suit comme ça le déterminisme historique, et on a ici eh bien, un certain nombre d'enseignants qui viennent du Tibet, mais on a aussi principalement des Occidentaux, puisqu'il y a véritablement un bouddhisme brésilien qui est complètement maintenant, qui s'est autonomisé par rapport aux structures tibétaines. Voilà, donc on a un lamaïsme brésilien, lamaïsme qu'on entend vous offrir, eh bien, pour vous permettre d'avoir la meilleure synthèse possible de la tradition indienne, de la tradition chinoise et de la tradition occidentale, parce que le propre du lamaïsme, c'est d'intégrer par incorporation toutes les traditions précédentes, y compris le christianisme et y compris l'islam. Donc on est dans un processus de reformulation religieuse ici en marge, en accompagnement de la nouvelle société du futur qui se construit ici au Brésil. Eh bien, on est heureux de partager avec vous, eh bien, d'abord la gnose, c'est très important, votre astrologie, c'est important de faire son astrologie, les initiations, et puis je vous rappelle, eh bien, que le 30 avril, nous avons une initiation à l'après-vie. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On va voir ça dans le christianisme, et donc l'islam et le judaïsme, on va voir ça dans le bouddhisme, et avec le bardo Todol, et on va voir ça dans l'hindouisme avec l'homme et son devenir selon le Vedanta. Ces traditions, elles se recoupent, c'est juste des points de vue différents sur un même processus qui est le processus de la vie après la mort. Vous pouvez assister à ce cours, c'est un cours privé, puisqu'il y a des choses privées qui vont être dites pendant ce cours, c'est en interaction. Donc il suffit de vous inscrire aux coordonnées qui sont inscrites dessous. À très bientôt, ciao. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance,
l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.